Chers téléspectateurs de Wafrica TV, les questions scientifiques sont à peu près les questions traditionnelles de la grande question. Et aujourd'hui, il nous intéresse de discuter de la science et de l'économie. Science et économie sera la thématique de notre grande question d'aujourd'hui. Et pour discuter de la question, nous avons invité le professeur Mouchili. Bonjour professeur. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci infiniment d'être là. Bonjour Dr Ndi. Bonjour et merci de l'invitation. Merci de venir échanger avec nos téléspectateurs de la question de la science et de l'économie. Science et économie, c'est notre réflexion d'aujourd'hui. Et on dit généralement que notre monde actuel est rentré dans une logique économique, que c'est l'économie de marché qui préside à la politique, au social et à tout ce qui existe. Et aujourd'hui, nous allons, si vous voulez bien, nous interroger sur la place de la science à côté de cela. Est-ce que finalement, c'est l'économie qui fait la science? En d'autres termes, est-ce que c'est des projets économiques qui structurent les projets scientifiques? Ou alors c'est la science qui fait, c'est les avancées de la science qui font avancer l'économie également? Donc, c'est des questions comme ça et on va essayer d'y réfléchir. Dr Ndi, je vous laisse la parole d'entrée de jeu. Oui, parler de l'économie et de la science ou bien science et économie, c'est pouvoir s'interroger sur l'ensemble des mécanismes qui régissent les échanges. D'abord la production, les échanges des biens et des services parmi les hommes et les peuples. Et en même temps, associer cela à la science, c'est pouvoir examiner l'ensemble des stratégies qui peuvent permettre aux sociétés de pouvoir se développer à travers ces échanges et à travers le mode de production. Alors, science et économie suppose qu'on va essayer de mettre en phase la pensée et la production. La pensée, est-ce que l'homme doit d'abord mettre en place une stratégie, une manière de voir le monde à travers laquelle il va donc maintenant insérer ses activités, ou alors ce sont ces activités qui le gouvernent à travers la vie politique et sociale. Ce sont des questions que les philosophes comme Hannah Arendt ont pu examiner avec des solutions variées, mais avant elle d'abord on avait les Adam Smith. Alors, le souci ici, c'est comment conjuguer le savoir et la production, le savoir et les modes de consommation des peuples, les manières dont les peuples peuvent s'organiser pour se développer dans leur environnement en tenant compte des diverses activités. Nous pensons que le plus important, avant même que l'homme ne puisse mettre en place des activités scientifiques, il pouvait déjà échanger. Il pouvait déjà savoir qu'il a besoin de manger, de dormir, de se vêtir, de se mettre en sécurité. Et qu'il devait donc trouver ou bien mettre en place des activités qui lui permettent d'être en sécurité dans ces conditions de vie. Mais maintenant, pour arriver à avoir cette sécurité, à pouvoir s'en sortir dans son milieu, il était obligé de réfléchir, de penser, parce que c'est cette pensée-là maintenant qui va lui permettre de voir comment, de savoir comment transformer la nature pour qu'il puisse être satisfait. Donc, si le besoin nous pousse vers la production, comme le pensaient les Max Weber, comme le pense Nietzsche, si le besoin nous pousse vers la production, nous savons que c'est plutôt la réflexion, le savoir dont nous avons sur notre environnement qui nous permet pourtant de satisfaire ce besoin. Je sais que j'ai faim, mais comment faire pour trouver le pain nécessaire pour ma consommation? Je sais que je dois échanger, mais qu'est-ce que je dois échanger? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Et aujourd'hui, cela est devenu mondialisé.
les questions se posent à plusieurs niveaux. D'abord, entre le sujet, dont l'individu, puis sa société et maintenant sur le plan mondial global. Alors, la science va donc intervenir à plusieurs niveaux, suivant les époques. Parce que il faut reconnaître que la science devient un instrument essentiel dans la production économique après la Première Guerre mondiale. Parce que lors de la Première Guerre mondiale, on estimait encore que c'est l'économie qui avait le primat ou bien le dessus sur le reste des activités. Mais on s'est rendu compte qu'à partir, ou bien après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il fallait trouver des moyens techniques, scientifiques pour être plus puissant, pour être concurrent. Vous allez vous rendre compte que la Deuxième Guerre mondiale sera une guerre beaucoup plus scientifique, avec les multiples les innovations, les multiples inventions qui vont intervenir à ce niveau. D'abord, on parle souvent de guerre de production pour la Première Guerre mondiale et de guerre scientifique pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous allons donc certainement, durant cette réflexion, essayer d'articuler la science de l'économie et de trouver comment faire en sorte que la science puisse apporter aujourd'hui d'amples solutions aux problèmes économiques de notre temps. Professeur Mouchili, le docteur Ndji parle d'une économie de besoin. On produit pour résoudre un problème. Mais aujourd'hui, on a bien l'impression que nous n'en sommes plus à ça seulement. C'est-à-dire qu'on a dépassé le niveau du besoin et on crée même le besoin chez l'individu. Comment est-ce que le philosophe regarde cela? Bon, ce que je dois dire, c'est que science et économie sont devenus deux concepts qui s'imbriquent nécessairement, parce que aujourd'hui, vous allez constater que la recherche se fait en fonction des marchés existants. Oui. Parce qu'on dirait qu'avec l'avènement du néolibéralisme, vous savez, le néolibéralisme est la version modifiée du capitalisme tel que pensé par les pères fondateurs comme Adam Smith. Aujourd'hui, les États sont sortis de leur fonction régalienne, qui était d'avoir la fonction régulatrice sur le système des marchés. Et désormais, l'État se constitue comme agent économique. Et c'est la loi de l'offre et de la demande qui équilibre désormais le marché. Et comme vous pouvez le savoir, le néolibéralisme fonctionne comme une idéologie. Et vous savez comment les idéologies fonctionnent. C'est-à-dire, il n'y a pas nécessairement une rationalité qui arrive à articuler les mentalités à la promotion de cette idéologie. Ce qu'il y a lieu de savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'économie des marchés fait que le savant n'est plus totalement indépendant du système mondial uniformisé et sur la base d'une économie de rentabilité. Et dans cette économie de rentabilité, à tous les niveaux, on va constater que l'homme qui échange n'est plus un être social. Il s'agit d'un être économique aussi. Parce que l'homme est envisagé selon ses compétences productrices, d'efficacité, de compétitivité, et de compétences ou de rentabilité. Mais dans ce système, vous verrez que au niveau de la recherche n'est plus aussi libre que ça. Elle n'est plus aussi indépendante. Il faut constater que même au niveau de la gestion du social, regardez les maladies. Aujourd'hui, on classifie les maladies. Il existe des maladies rentables et des maladies non rentables. Les maladies non rentables sont des maladies, par exemple, des zones tropicales, où on sait que l'investissement pharmaceutique à ce niveau ne peut pas rapporter à celui qui invente le médicament pour venir à bout de cette maladie. Et puisqu'aujourd'hui, vous êtes accueilli à l'hôpital en fonction de votre bourse, ça veut dire, si vous êtes d'un niveau de société, d'un niveau moyen dans la société, vous ne ferez qu'avec les génériques, les médicaments génériques. Voyez-vous. Bon, maintenant, les médicaments spécialisés sont réservés pour celui qui peut le plus payer. Et vous constaterez que la maladie n'a plus une signification clinique. Parce que nous pouvons procéder à des chirurgies, non parce qu'on est malade,
mais parce qu'on ressent un dépaysement par rapport à notre corps. Un peu comme si la laideur était devenue un scandale génétique. Voyez-vous? Bon, comment donc penser désormais la science en dehors de l'économie? Ce n'est plus possible. Et c'est pour ça disons que à côté de l'idéologie néolibéraliste, naissent d'autres idéologies qui sont presque comme des sectes, un peu comme l'écologisme. Voyez? Parce qu'on a l'impression que ce que la science nous renvoie aujourd'hui est la seule possibilité pour elle de se produire. Or, la recherche, la science est la recherche des possibles. Et dans cette recherche des possibles, il y a que nous ne vivons qu'un aspect de ce que peut faire la science, entre autres choses. Or, il peut y avoir un renouvellement technologique qui ne va pas faire décroître la technologie, mais qui va faire en sorte qu'on change tout simplement de paradigme pour ne plus vivre, par exemple, la forte industrialisation qui s'accompagne du réchauffement climatique. Non, on sait aujourd'hui que les fonds marins sont les lieux à partir desquels s'organise l'équilibre des températures. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Comment gérer les déchets que nous produisons? Si par jour, un individu dans un pays comme le nôtre produit 1 kilogramme ou 1,5 kg de déchets par jour, comment gérer ces déchets de façon à ce qu'il n'y ait pas pollution, de façon à ce qu'il n'y ait pas destruction de la couche d'ozone? Parce que la course vers l'argent a fait que l'homme n'est plus au-dessus de l'argent, mais c'est un peu comme si l'homme travaillait pour le capital. Donc c'est l'homme qui est au service du capital et non le capital au service de l'homme. Et dans ce système, on constate clairement que toute réflexion scientifique participe de l'accélération ou de l'augmentation du poids du capitalisme dans notre contexte vécu aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire que la science se développe pour l'enrichissement de ceux qui investissent dans la science. Et le politique qui devrait réguler et encadrer est totalement dépassé, puisque vous allez voir que les transnationales sont en train de détruire les États. Parce que les États deviennent plus faibles que les transnationales. Une transnationale du médicament peut être plus faible qu'un État. Parce qu'un État, écoutons, nous avons vécu la fièvre à virus Ebola à un certain moment. Mais est-ce qu'il y a eu cette précipitation vers les laboratoires, comme lorsque le coronavirus est arrivé? Parce que les riches et les pauvres étaient tous concernés. Là, voilà une maladie rentable. Tout investissement va produire de l'argent. Voyez-vous. Or, fièvre à virus Ebola, c'est dans quel type de pays? Et quel est le pouvoir d'achat dans ce pays? Pourquoi voulez-vous que peut-être l'économie, la recherche se fasse pour cela? Voyez-vous. Donc ça veut dire que la science est progressivement en train d'être happée, ou en train d'être l'apanage de ceux qui ont. Parce que dans la dialectique de l'être et de la voix, c'est un peu comme si c'est celui qui a qui est, et celui qui n'a pas n'est pas. Oui. Bon, donc j'ai pris l'exemple des maladies, où aujourd'hui on classe les maladies entre les maladies rentables et les maladies non rentables. Vous voyez que depuis 1983 qu'on a découvert le vaccin contre le paludisme, le vaccin n'a jamais été produit. Qui va acheter? Pour quelle rentabilité? Voyez-vous, un investissement doit produire du bénéfice. Est-ce que une maladie des zones tropicales, les zones tropicales étant les zones les plus pauvres du monde, un investissement pour une maladie dans ces zones, est-ce que ça peut permettre à celui qui investit de rentrer dans son investissement et de produire du bénéfice? Docteur dit, si la science est inhérente en l'homme, il aurait été plus juste que chaque localité ait son outil de production. C'est-à-dire qu'on en parle peut-être parce qu'il y a des maladies à certains endroits de la planète et les solutions doivent venir d'ailleurs. Et c'est ceux d'ailleurs qui doivent réfléchir et trouver des solutions peut-être à marchander pour résoudre les problèmes d'un autre endroit. Qu'est-ce qui se passe pour que les hommes ne s'approprient pas la science comme outil d'abord de transformation de l'être et ensuite peut-être de l'avoir? Oui, d'abord je dirais que la science n'est pas inhérente, c'est justement là le problème. La science n'est pas inhérente à l'homme. La science est une production, est un effort. Et si nous disons que la science
est une production, est une activité, c'est une activité qui peut aussi représenter une sorte de capital. On va parler de capital scientifique. Epingar, en 1999, parlait déjà de capital immatériel. Ce capital immatériel est, je voudrais dire, est l'envers du décor ou bien la force même réelle du capital matériel de l'économie de marché, donc, dont parlait le professeur tout à l'heure. Maintenant, ce que je veux démontrer, c'est que on peut dire, au lieu de dire que la science et l'économie vont totalement ensemble, je pense que c'est comme s'il y avait une économie binaire. Une économie scientifique parallèle et une économie de marché. Économie de marché. Maintenant, les intérêts des uns et des autres font que ces deux activités sont obligées de se retrouver, de cohabiter ou bien de se retrouver en fonction des besoins des milieux. Parce que moi, je vais appeler ça les besoins d'un milieu. Oui. Si on voit par exemple le cas de l'Afrique, nous allons nous rendre compte que peut-être l'activité scientifique n'est pas aussi épanouie ici parce que très souvent quand les gens sont dans les difficultés, les cas de maladie comme parlait le professeur tout à l'heure, et ils ne cherchent pas directement le médicament, ils vont d'abord se rabattre soit auprès du prêtre, des pasteurs ou alors auprès des magiciens, des marabouts pour trouver des solutions. C'est après quoi que parfois avec la pression de ceux qui sont en ville, de ceux qui ont une certaine culture moderne, qu'ils vont être portés vers les hôpitaux. Des hôpitaux. Donc, leur besoin direct n'est pas un besoin scientifique. Même s'ils ont des besoins économiques primaires, ils n'ont pas directement le besoin scientifique, en tout cas un besoin conscient. Ce n'est pas un besoin conscient. Nous allons donc nous rendre compte que un peuple produit l'économie immatérielle en fonction de la conscience du besoin de cette économie immatérielle, c'est-à-dire la science. On sait qu'on a besoin de la science. Si vous allez, par exemple, en Chine, vous allez voir que depuis les grandes firmes comme Huawei sont réputées d'avoir le plus grand nombre de brevets d'invention et d'innovation, par exemple dans la téléphonie. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait que ce capital d'invention, ce capital technologique représentera ou représente déjà un gain économique possible. Donc, on est là dans des hypothèses. On sait que les inventions, la recherche que nous menons aujourd'hui pourra être transformée, ou soit maintenant, soit plus tard, en revenu, ou bien pourra être disponible dans l'économie du marché, plus tard. Maintenant, l'économie du marché est parfois très méfiante, parce que on se méfie parfois des innovations. Parce qu'il y a une certaine résistance à l'innovation. Parce que l'innovation peut, comme le disait Schumpeter, peut être destructrice de l'économie en place. Ça veut dire que ça devient une innovation perturbatrice qui va créer de l'instabilité. Alors, l'économie de marché est parfois très méfiante, même de la production scientifique, qui peut venir bouleverser l'ordre économique et les avantages des grandes firmes internationales qui contrôlent le monde. Alors donc, nous voyons que la science et l'économie peuvent parfois aller ensemble quand cela arrange le marché et peuvent entrer en conflit quand cela n'arrange pas le marché. Vous avez vu la grande résistance vis-à-vis de la 5G en Europe particulièrement. Plusieurs États ou même des populations trouvent que la 5G peut apporter des perturbations sur le plan psychologique, sur les populations, peut troubler, peut être... Docteur, ça c'est peut-être parce que ça vient de la Chine. Justement, c'est pourquoi je dis qu'il y a là une guerre des intérêts du marché. Oui, peut-être parce que c'est quelqu'un qui veut contrecarrer un adversaire économique. Oui, je vous dis ceci. Oui. Il y a des enjeux de l'économie du marché. Dans cette économie du marché qui est généralement ouvertement ou de façon un peu chinoise, parce que on va dire le libéralisme, nous savons que ce libéralisme n'est pas aussi libéral que ça. Oui. Alors, donc, derrière l'économie du marché,
on a des États, on a de la politique. C'est que vous évoquez là maintenant. Il y a donc de la politique qui veut protéger les intérêts de l'économie du marché. Parce que détrôner la 4G avec plutôt des terminaisons technologiques qui viennent de la Chine, c'est un problème. C'est perdre la main sur l'économie de la téléphonie. Vous comprenez quoi? Donc, du coup, la technologie, la science qui est en avance par rapport aux besoins qui sont là, pose un problème pour le marché. Vous voyez que c'est là où je dis qu'il y a donc concurrence entre la science et le marché. Et tantôt, ça peut être le cas, comme le professeur le disait maintenant, par exemple, dans la médecine, où on se dit qu'on peut produire pour les pauvres et produire pour les riches avec une plus-value variée, sachant que cela peut rapporter plus ou moins dans d'autres milieux et beaucoup plus aussi dans les milieux de pauvreté comme l'Afrique. Parce que le générique qu'on néglige pourtant, qui est à faible prix, représente une sorte de dumping du marché, où vous avez des produits qui ont peut-être une efficacité discutable, mais dont le prix est quand même accessible, abordable pour toute une population et dont les gens peuvent le prendre. Nous sommes ici en Afrique, vous savez que dès que quelqu'un a un peu mal, il prend du paracétamol et tout cela. Et vous voyez que le marché de ce paracétamol représente beaucoup de capitaux. Voilà. Donc, je veux simplement dire qu'on peut prendre la distance entre les rapports qui existent entre la science et l'économie. Comme je le disais au début, Hannah Arendt avait déjà attiré l'attention là-dessus, en montrant que malgré le capital, le politique, et je veux dire le sujet dont l'individu, le politique et l'économique, le sujet essaie toujours de se maintenir et d'échapper au contrôle absolu de la politique et de l'économie. Mais nous savons que l'ordre social, l'ordre politique fait qu'on essaie d'arranger et d'amener tout le monde dans un même sens. Donc, moi, je pense que la science est toujours en avance. La science est toujours la locomotive de l'économie, dans la mesure où c'est grâce à elle qu'on peut avoir des avancées et des progrès notoires sur les échanges et la politique commerciale de tous les États. On va y revenir, docteur Di. Oui, c'est que je pose ma question, je veux rentrer un peu. Si on considère que le premier niveau de savoir chez l'homme, c'est la connaissance empirique. Et on voit bien que dans notre contexte, c'est bien ça. Parfois, cette connaissance-là est même considérée par certains comme une connaissance positive, parce que pour eux, ils sont catégoriques, parlons comme ça, et ils pensent qu'effectivement, c'est comme ça que ça doit se faire. Qu'on parle de la science, de cette science empirique-là vers une science positive, qui passe nécessairement par des démarches de laboratoire, de remise en question et tout ce qu'on peut enseigner dans les universités. Comment est-ce qu'on peut comprendre que ces sociétés qui ne sont pas parvenues à cette science positive, capables de cerner leurs problèmes et trouver des solutions qui leur sont propres, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Est-ce que c'est une dénégation de soi, finalement? Non, non. Il s'agit de savoir que nous avons un nouveau monde, avec un nouveau Dieu, qu'est le dollar. Et le Dieu dollar fait en sorte que nous vivions le néolibéralisme comme une nouvelle secte, une nouvelle idéologie, une nouvelle croyance, un peu comme ça a été le cas au Moyen-Âge avec les religions qui ont gouverné ce monde. Ce qu'on doit dire, d'abord je voudrais dire une chose par rapport à ce que le docteur vient de dire. Il dit exactement la même chose que moi. Ouais. Sauf que je ne sais pas comment il veut réussir à trouver une scission. Non, non. Parce que il chute en disant la science est la locomotive de l'économie. Donc sans la science, il n'y a pas d'économie. Est-ce qu'on peut alors trouver une désimbrication à un moment en fonction de ce que lui-même a dit? Moi, je ne pense pas. Bon, maintenant, dans une société organisée comme la nôtre, il n'est pas question qu'on pense la science en dehors des autres activités de la société. C'est-à-dire,
C'est même la science qui détermine le fonctionnement de la société aujourd'hui. Parce que nous nous organisons dans un monde où la science fixe et devient le talon des valeurs entre le plus riche ou bien le plus dominant et le plus pauvre ou bien le moins dominant. Parce que ce qui fait qu'on classe les nations au monde, c'est la science. Il n'y a que ça. Ce n'est pas la moralité, ce n'est pas autre chose. Il n'y a que la science, parce que la science est la force, le pouvoir, la puissance. Et la science... Prof, est-ce qu'à ce moment-là, Oui, oui. on doit faire une différence entre une science productive et une science, j'ai dit n'importe quoi, réflexive? Non, non, c'est-à-dire cette science-là, est-ce qu'à ce moment-là... La science n'est science que lorsque la théorie est prouvée par l'expérimentation. Maintenir la production. Oui, oui. Cette science est technologie. Cette science est technoscience. Absolument. C'est-à-dire, il n'y a plus... C'est que nous sommes victimes de notre francophonie. Le concept de science s'emploie pour toutes choses en français. En anglais, quand on parle de science, il s'agit de chemistry, de biologie, vous n'allez pas entendre anthropologie dedans. Chez les francophones, ils y mettent tout. Voyez-vous. Quand on parle de la science, quelqu'un fait la sociologie, dit je suis en pleine science. Non. Science, en anglais, indique... La transformation. Oui, les sciences dures. Oui. Voyez-vous. Donc, je suis à ce niveau-là. D'accord. Oui, oui. Donc, je comprends ça comme les anglo-saxons comprennent le concept de science. Je crois que vous avez compris ma question. Oui, oui, j'ai compris votre question. Donc, si nous ne faisons que réfléchir, nous n'allons pas transformer notre environnement. Voyez-vous. Bon, pour donc transformer notre environnement, il faut que nous soyons capables de nous penser comme acteurs de notre existence et de nous projeter dans le futur. La technoscience, aujourd'hui, est le déterminant, comme il a dit, la locomotive de l'économie. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre comme si la population n'augmentait pas. Et quand la population augmente, c'est l'urbanisation qui s'accroît. Quand l'urbanisation s'accroît, c'est les terres d'agriculture qui diminuent. Et quand ça diminue, il faut bien qu'on continue à manger, ouais, à se nourrir. Et pour continuer à se nourrir, il faut que l'espace qui reste serve à l'agriculture pour tout le monde. Par conséquent, la société a exprimé un besoin, le besoin de se nourrir. Et le besoin de se nourrir va se compenser par les OGM. Voyez-vous, la recherche sur les OGM. Et là, les terres les plus arides pourront être cultivables à partir du moment où on a étudié le sol et on a adapté ce qu'on doit planter ou semer à ce sol, en modifiant génétiquement les constituants originaux ou bien originels de ce qu'on veut avoir comme plan. Voyez-vous. Donc ça veut dire que le docteur lui-même a dit que la modification dans la chaîne de l'économie entraîne la peur de perdre son capital. Alors, nous sommes en train de vivre un monde capté, monopolisé et dominé, déterminé par ceux qui possèdent le capital et qui ont déjà une orientation vers un enrichissement sans cesse croissant. Et par conséquent, il est difficile pour eux d'accepter un autre sens qu'on devrait donner à la recherche. Parce qu'ils n'ont pas la même conviction. Vous savez, l'économie est un système dans lequel ceux qui la gèrent sont extraordinairement sensibles. Il faut toujours savoir faire une prospection sur le long terme par rapport à la rentabilité et à l'investissement à faire. Si on ne peut pas avoir ce sens de la prospection, il est difficile de faire un investissement à l'aveuglette. Voyez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc? On insiste sur les mêmes pratiques, quitte à ce que la nature soit dégradée, c'est-à-dire l'écosphère, quitte à ce que les mers soient polluées, quitte à ce que la radioactivité nous expose à des maladies, à des cancers, peut-être incurables encore. Ça veut dire tout simplement que l'idéologie
néolibéraliste corrompt la mentalité du scientifique qui joue le jeu d'une économie qui tente d'uniformiser le monde. Or, est-ce qu'on est obligé d'uniformiser à partir d'une mondialisation à sens unique pour que le capital croisse? Il est possible de faire un renouvellement technologique, d'orienter la recherche ailleurs et de trouver des moyens de production qui ne remettraient pas en question le coût de la vie, l'environnement. Parce que nos recherches que nous faisons, nos inventions, les différentes transformations qui ont lieu en laboratoire, viennent s'ajouter en tant que risque à des risques que crée déjà la planète Terre par elle-même, par rapport à notre existence. Parce que, je pense lors d'une émission ici, je vous ai dit, la Terre par elle-même s'autodégrade. Parce que les collisions entre les constituants des atomes qui structurent la Terre sont des accidents qui amènent la Terre à se dégrader. Et quand ça se dégrade, c'est pour que nous aussi, nous ne puissions plus vivre à un moment. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait production industrielle pour qu'il y ait dégradation de l'atmosphère ou de la planète. Voyez-vous, par elle-même, la Terre s'autodégrade, par nature. Et ça s'étudie dans la physique des systèmes complexes. Ça a commencé à être étudié au début des années 70 avec Giorgio Parisi, mais il n'a pas été écouté. On a pensé que le choc du futur sera créé seulement par la forte industrialisation, à partir de l'ouvrage d'Alvin Toffler, qui a écrit le choc du futur en 1973. Maintenant que on sait que la Terre s'autodégrade et que l'industrie peut être un risque, parce que le risque n'est pas la menace. On a tendance à prendre la science comme une menace. Non. La science est tout simplement un risque, autant que voyager de Yaoundé pour Fumbando où je viens est aussi une prise de risque, parce qu'il y a les risques d'accident. Donc, il n'y a pas d'activité humaine qui se fasse sans aucun risque. Et à partir de là, on doit savoir que ce que l'on doit éviter, c'est d'exposer l'humanité à de fortes menaces et non d'évacuer le risque dans toute entreprise. Il y aura toujours des risques. Donc le risque de la peur par rapport au risque auquel nous expose la science est une mauvaise approche éthique de la conception qu'on veut avoir de la science désormais. Parce que la science, elle fait des sauts dans l'inconnu. Il n'y a pas l'éthique du savoir de l'inconnu. Il y a qu'on essaye et que l'essai peut être concluant ou non concluant. L'essai même peut conduire à des catastrophes. Parce que la science traque le réel. Traquer, c'est avec violence. Vous avez vu quand il faut dynamiter les pierres. Mais on ne va pas avec le réel en le caressant. La science est violente dans sa méthode. Voyez-vous? Pour comprendre une chose, il faut la réduire à sa plus simple expression. Comment faire pour avoir l'infiniment petit du sang qui permet de reconnaître qu'à l'intérieur de ce sang, il y a peut-être présence d'un virus ou d'un microbe ou d'une bactérie. Voyez-vous? Il faut traquer cela. Et comme on peut le savoir, quand on entre dans un système écologiste qui veut promouvoir une science en décroissance, parce que, quel était, quand vous voyez les élections qui ont eu lieu en France ces jours-ci, quel est le thème du débat? C'est chacun qui veut réindustrialiser la France. Mais en même temps, on dit qu'il faut dénucléariser. Comment? L'énergie nucléaire est l'énergie la plus efficace aujourd'hui pour nos usines, nos entreprises. Et comme je l'ai déjà dit à une autre émission, la France a le taux d'électricité en France le plus moins cher grâce au nucléaire. Ce nucléaire n'est pas une menace. C'est le nucléaire des bombes, c'est-à-dire le nucléaire militaire qui représente une menace. Mais cette menace peut être... le vécu de cette menace peut être modéré. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la science, c'est le patrimoine commun de l'humanité.
on a organisé le monde sur la base d'une structure, les Nations Unies, où on a pensé que quelques pays pouvaient avoir le monopole sur tous les types d'armes. Cependant, les autres ne sont pas restés bras croisés. Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de pays ont développé le nucléaire et il y en a même qui ont enrichi ce nucléaire et qui sont devenus à leur tour des potentielles puissances nucléaires. Ce qui crée l'équilibre de la terreur. C'est une chance qui équilibre la terreur quand il y a plusieurs pôles à l'intérieur du monde. Parce que quand il y a équilibre de la terreur, il y a beaucoup plus de chances d'avoir la paix. Parce que chacun ayant une force dissuasive par rapport à tout ennemi, il vaut mieux ne pas s'attaquer à l'autre parce que chacun peut annihiler la vie de chacun. Donc, ça signifie que dans ce système, l'équilibre de la terreur prépare le terrain à plus de démocratisation de la science parce que, étant sûr que la paix peut régner, grâce à l'équilibre de la terreur, la recherche peut se poursuivre. Bon, maintenant, ça va se jouer au niveau de quelle science pour quel développement, ou bien quelle science pour quelle rentabilité. Ouais. Bon, vous voyez que les États d'aujourd'hui sont de moins en moins portés à assurer les fonctions les plus régaliennes que sont les leurs. Parce que ces États s'envisagent comme des agents économiques qui doivent aussi tirer profit de leur propre production. Un peu comme si l'État était devenu anonyme, mais porteur d'un pouvoir, comment on peut dire, le pouvoir d'ester en justice lui permet d'être comme une personne morale. Et cette personne morale a besoin d'avoir un patrimoine. Et ce patrimoine doit constituer le fonds lui permettant d'investir et de gagner au même titre que des personnes particulières de l'argent. Et vous allez voir que dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui, vous avez pu constater en France où la candidate du Rassemblement national est allée pour engranger davantage de suffrages dans les profondeurs de la France, trouver les personnes négligées, les paysans, et ce qui vient donner quelque part raison à José Bové, qui en son temps pensait déjà que le secteur là, son secteur, le monde agricole, était un peu négligé. Voyez-vous? Mais comme ils participent de la réalisation d'un fort taux de suffrage, on aurait pu avoir une abstention plus que celle qu'on a eue hier en France. Tout simplement parce que peut-être on n'aura pas suffisamment convaincu le milieu rural pour qu'il s'investisse dans l'élection en France. Bon, maintenant, est-ce que quel est l'avenir du monde sans la croissance technologique? Le monde n'a pas d'avenir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le néolibéralisme lâche du lest afin que prospère un autre mécanisme scientifique rendant possible la protection de l'environnement par la science elle-même et rendant possible une vie sécurisée? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Professeur Mouchili, vous avez parlé tout à l'heure des sciences transformatrices en utilisant une dimension anglo-saxonne du raisonnement. Est-ce que les sciences réflexives, appelons-les comme ça, parlons de l'anthropologie, de la philosophie, de la sociologie, n'auraient pas justement une place à côté de tout cela dans cette publicisation de la production? Est-ce que l'homme, à un moment donné, n'a pas à avoir une science, même si elle est juste réflexive, pour lui permettre de s'arrêter, de réfléchir, de méditer, d'évaluer avant d'avancer? Non, nous avons les sciences humaines, et c'est ça qui nous rappelle que nous sommes des hommes, donc vulnérables. Hein. Oui. Et par rapport à cette vulnérabilité, il faut bien se tenir. Bon, parce que l'homme, il ne faut pas que l'homme soit victime de sa propre main. Mais il faut quand même qu'il essaie de s'en sortir. Parce que quand vous regardez l'homme est obligé de procéder ainsi pour s'en sortir dans cette nature qui, à l'origine, ne lui offre aucun avantage. L'homme vit dès son origine dans une nature fonctionnement hostile. Rousseau, que dit Rousseau? Rousseau dit que l'animal arrive
l'homme arrive au monde moins animal que l'animal parce qu'il a moins d'instinct. Ça veut dire quoi? Qu'il est plus possible à l'animal de survivre à l'environnement naturel qu'à l'homme. Mais il dit, l'homme est un suranimal parce que il est capable de produire une pensée lui permettant de dominer la nature. Mais c'est au niveau de l'instinct qu'il a des faiblesses par rapport à l'animal. Bon, maintenant, est-ce que c'est alors donné à l'homme? Non, c'est un processus. C'est un processus parce que il a fallu qu'on découvre le feu pour qu'on cesse de manger des aliments crus. Mais quand on n'a pas découvert le feu, imaginez-vous quelle était l'alimentation avant la découverte du feu. Voyez-vous, avant la découverte, avant l'âge de la pierre taillée, comment les hommes agissaient pour être capables de dominer l'environnement. Ils faisaient le corps à corps avec des serpents. Bon, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais aujourd'hui, comme c'est la difficulté qui pousse à la curiosité permanente, au développement de l'intelligence, on voit que, devenu intelligent, l'homme est devenu plus féroce, plus prédateur que le prédateur qu'est l'animal naturel, qu'est l'animal. Ouais. Parce que, mais sa prédation se fait pour une vie épanouie. Et qu'est-ce que la vie épanouie? Si ce n'est la science qui nous permet. Mais, malgré le fait que la science nous installe dans un plus-être, la question de sens que les philosophes se posent toujours. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce qu'on doit avoir l'homme seulement à partir de ce qu'il a? À ce niveau, c'est l'apparaître qui détermine l'humanité de l'homme. C'est-à-dire les toilettes, c'est qu'on se met. Et là, la publicité va l'emporter sur toute chose parce que la publicité va nous aliéner et nous allons vivre comme si il n'y a pas d'autre chose que la science qui pourrait nous permettre de nous épanouir. Et pourtant, quand nous contemplons la beauté de la nature, ce n'est pas la science qui a fabriqué cette nature. Il y a des moments où nous contemplons la beauté de la nature. On contemple la beauté du ciel. C'est vrai que ça n'arrive pas au chien. Parce que le chien n'a pas besoin de savoir si le ciel est bleu pour être content ou non content. Je suis très réservé par rapport à ça. Non. Parce que quelquefois, je vois le chien assis là, il lève la tête. Oui. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Non. Le chien peut être dressé, mais pas éduqué. Et même malgré le dressage, le chien dressé de l'Antiquité a le même comportement que le chien dressé de ce matin. C'est pour dire qu'il y a en l'homme une faculté plastique qui l'amène à aller au-delà de la simple perception biologique. C'est pour cette raison que l'homme a cette propension à la liberté. Au vu de l'organisation même de son système nerveux, de la structure des cellules nerveuses qui s'organisent en se mettant en interaction directe ou indirecte et permettent qu'il y ait sécrétion de la pensée. Ouais. Le cerveau humain est une instance extraordinairement ample dans ce qu'il peut chercher à comprendre. On ne peut pas comprendre tous les contours du cerveau. Mais quelquefois on se demande, est-ce que la machine ne va pas remplacer l'homme? Mais qui a fait la machine? C'est l'homme. Est-ce qu'il y aura des machines conscientes d'elles-mêmes, capables de se reproduire et de faire une société comme les humains ont fait leur société? À ce niveau, on va dire que notre espèce est tombée en désuétude et il faudra laisser la place à cette nouvelle société. Cette nouvelle société, est-ce que ce sera une société humaine? Est-ce que ce sera une société post-humaine? Est-ce que ce sera en pleine transition entre l'humain et la nouvelle post-humanité qui sera née? Et si c'est la post-humanité qui naît, est-ce pour qu'on s'installe, qu'on quitte de la démocratie pour la post-démocratie? Ou alors pour que... bon, mais tout ça, l'animal n'a pas ses préoccupations. Vous n'allez jamais voir un chien se mettre à dessiner le plan de sa future maison. Non, ça ne peut pas arriver. Mais c'est encore nous qui allons construire des cages pour eux. Voyez-vous, nous construisons des cages pour les chiens. Oui, parce que nous avons été plus prédateurs qu'eux. Et on a choisi que c'est dans la cage qu'ils devraient rester. Non. On a choisi que c'est dans la cage qu'ils devraient rester. Mais comme les différentes formes de vie sont concurrentielles. Concurrentielles à quel niveau? Concurrentielles à ce niveau que si vous vous laissez dompter par d'autres, ces autres-là peuvent même aller jusqu'à vous phagocyter pour que vous n'existiez même plus.
il suffit de ne plus se laver pour devenir des magasins pour les microbes. Vous savez? Donc, parce que le microbe voudra voir en toi un lieu de séjournement pour une vie meilleure. Prof, je pousse un peu. Est-ce que c'est le plus fort qui a raison? Non, de toutes les façons, c'est la dialectique de la force qui gouverne le monde. Et l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il n'y a pas une histoire écrite par des vaincus. Nous subissons l'histoire qu'écrivent les vainqueurs des guerres, des civilisations qui imposent leur civilisation. On nous impose une civilisation. Quand vous pensez que les migrations dans le sens inverse, où vous allez voir les Occidentaux mourir dans l'île de Lampedusa, c'est déjà possible. Ça pourrait arriver un jour, mais pour l'instant, qui sont ceux qui meurent? Les faibles. Parce que ils ne savent plus. Pourquoi acceptent-ils de mourir alors qu'ils pouvaient tout simplement rester dans leur pays? Il faut savoir que le corps humain même sécrète une hormone, l'hormone de la paresse. L'acide leptonique, je parle. Oui, l'acide leptonique, c'est une hormone de la paresse. Et l'homme a tendance à toujours faire des mouvements pour ne pas devenir paresseux. Parce que le paresseux même se fatigue plus vite que celui qui travaille beaucoup. Déjà que le paresseux est toujours fatigué. Oui, oui. Bon, mais dans cette course vers la victoire sur la vie, la victoire sur la vie n'arrive que lorsqu'on a vaincu aussi d'autres formes de vie. Voyez-vous? Parce qu'on n'est pas dans une société où, je vous ai dit, qu'il y a deux types de relations entre les hommes. Quand la relation n'est pas concurrentielle, elle est conflictuelle. Jamais dans les faits, la relation ne sera d'égal à égal. Non. Il y a tout. Même dans les couples, la relation est soit conflictuelle, soit concurrentielle. Malgré le niveau de confiance que vous avez établi pour que la maison n'implose pas. Voyez-vous? Il y a cette dialectique historique qui voudrait qu'en fin de compte, une subjectivité engloutisse l'autre subjectivité et fait de sa subjectivité la seule subjectivité qui va dans l'harmonie du couple. L'harmonie n'arrive pas parce que on a tous accepté de tuer son orgueil. Non. C'est pas parce que chacun a accepté de tuer son orgueil. Non, ça arrive parce que par moment, on a réalisé qu'il y a une subjectivité forte qui s'impose sur les autres subjectivités et crée un système de hiérarchisation à l'intérieur du foyer. Bon, on va nous dire devant la loi que nous sommes partenaires, mais ce partenariat ne peut pas exister tel qu'on fonctionne, comme si on vivait d'égal à égal. Non, il y a toujours même les relations les plus amicales possibles, hein, il y a une logique de concurrence dans le vécu de l'amitié. Voyez-vous? Donc, l'homme, c'est un être curieux. Et il veut être le premier à avoir compris l'inconnu. Et dans cette logique, quand l'inconnu est connu, et que cet inconnu qui est devenu connu est le lieu, est ce qu'on pourrait utiliser comme le nouvel investissement permettant à la société d'aller plus loin. Cet inconnu qui est désormais connu et qui pourrait favoriser un État par rapport à l'autre devient l'objet qui va produire la possibilité d'entrer dans la conflictualité. Voyez-vous? Parce que tout le monde voudra s'emparer de cette affaire-là. Et pour qu'on ait ça, il va falloir montrer ses muscles, sortir ses gants et montrer que c'est nous qui méritons d'avoir telle ou telle chose. Voyez? Toutes les relations entre les nations se bâtissent autour des intérêts que chacun veut avoir dans ce type de relation. Il n'y a pas de l'humanitaire dans les relations internationales. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a que la logique de profit qui met les gens en concurrence, qui met les États en concurrence. Donc, la relation va être déterminée par le pouvoir technique ou bien technologique que possède chacun. Et celui qui n'a pas de pouvoir technologique va tout simplement subir les plus forts. Donc, parce que le système économique en place, on n'est pas dans le socialisme. Non. On est dans le libéralisme économique signifie l'encouragement de l'initiative personnelle.
Donc, dans le système néolibéral, vous pouvez être une seule personne à être riche dans tout un pays, que ça n'est, aux yeux de l'économiste, ça ne crée peut-être pas de problème, mais humainement, ce n'est pas élégant. Humainement, vous n'allez pas supporter d'être entouré de pauvres parce que ces pauvres constituent votre insécurité. Donc, à ce niveau, l'État a des fonctions régaliennes. Faire en sorte que aucune personne, aucun citoyen ne meure de faim. Donc, que chacun ait le minimum pour ne pas que la guerre éclate. Parce que si je n'ai même plus le minimum, je n'ai plus rien à perdre, la vie ne me dit plus rien, je peux me constituer en criminel ou en toute autre chose, mais qui ne sera pas élégant pour la société. Je me mets au banc de la société et je commets des actes qui pourraient ne pas réjouir cette société. Et c'est pour ça que les États s'organisent pour qu'il y ait une sorte de justice sociale, même si les plus méritants doivent avoir plus. Et il faut bien que, même si vous êtes le plus méritant, que ceux qui ne sont pas les plus méritants ne meurent pas de faim. C'est ça la société. Or, si on se réfère à Nietzsche, cela doit disparaître. Parce que la volonté de puissance qui préside au destin, c'est-à-dire qui fonde la justification de la conduite de l'histoire. C'est-à-dire, ça veut dire que chez Nietzsche, les malades doivent exister, les faibles, ils doivent être éliminés, parce que la société, c'est pour ceux qui peuvent supporter la logique concurrentielle, qui sont compétents, qui sont compétitifs, et qui ne pensent qu'à cette volonté qui les pousse vers de plus grandes rentabilités. Parce qu'on détrône Dieu pour placer l'homme où on avait imaginé placer ce Dieu, parce qu'au fond, étant donné que il n'existe aucun principe extérieur ou antérieur ou suprême qui détermine notre existence et que l'homme est acteur et auteur de son existence, il faut bien que rien ne soit au-dessus de l'homme. Parce qu'à ce niveau, on pense que l'homme est le seul seigneur de la création. Et par conséquent, il peut lui-même vouloir créer Dieu. Et l'inverse n'est plus possible. C'est ça notre système laïcisé qui a conduit même à la sécularisation de l'homme, c'est-à-dire la banalisation de l'humain. Parce que l'homme, être sacré, pourquoi? Parce que les traditions religieuses ont bien voulu dire que comme l'homme est à l'image de Dieu, et après Dieu sacré, lui reste le sacré de la terre. Non, on est dans une logique où bientôt, si vous n'avez pas de reins, vous pouvez aller dans un magasin acheter un nouveau rein parce qu'il y aura des banques d'organes. On va vers à partir de l'étude qu'on va faire des cellules souches, on pourra fabriquer des cœurs dans le laboratoire et il y aura peut-être des supermarchés où on vendra soit un œil, soit un cœur, soit un dos. Et quand vous êtes en panne au niveau de votre dos, vous partez, on vous change ce dos-là, on vous met un dos plus neuf. Pour ceux qui veulent être vivants plus longtemps, toujours jeunes, si vous voulez garder votre performance physique de 20 ans, même si vous avez 100 ans, vous pouvez aller vous acheter un nouveau rein et continuer toutes vos activités telles que vous les souhaitez. Donc, à ce niveau, voilà la société dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Il n'y a plus un homme qui serait un principe sacré qu'on ne touche pas, dont l'intégrité est à préserver tout le temps au nom de ce que l'homme est la valeur suprême et transcendante. Vous voyez, ce n'est plus ça. Vous êtes un moyen pour que j'atteigne un sommet. Alors, vous n'êtes plus une fin en soi. Il n'y a plus de fin en soi. Ma relation à autrui me permet d'avoir le moyen d'atteindre autre chose. Donc, l'homme, dans la logique sociale actuelle, est un moyen. C'est un moyen. Oui, mais parce que quand vous avez investi votre capital, ce que vous utilisez comme employé, ce n'est pas parce que vous voulez que leur famille ne meure pas de faim. C'est pour que vous engrangez plus de bénéfices. Vous comptez plus sur vos bénéfices. Plus, quand il y a une petite crise, on compresse ou alors on déflate. Quand on fabrique un robot, on est obligé d'envoyer les autres de côté pour utiliser le robot. Docteur dit, parlons de l'insatiabilité, parce que ce soit du côté du producteur, on voit toujours ce que décrivait le professeur Mouchili, cette envie de produire toujours plus pour pouvoir gagner toujours plus d'espace. Du côté du consommateur, on voit ceux-là qui se battent tous les jours, toujours pour acheter. Quelle éthique humaine
on met en place dans un cadre comme celui-là pour pouvoir finalement avoir un individu capable de raison? Oui, parler de l'éthique, on peut dire que c'est l'étude de la nécessité, du besoin. Et si il faut à tout prix survivre, alors vous êtes dans un environnement, on vous propose un large panel de besoins déjà, et vous avez vos besoins naturels. Alors, les besoins naturels semblent superfétatoires. On vous dit non, voilà les véritables besoins dans notre société. Et si vous ne pouvez pas satisfaire ces besoins, vous êtes pauvre. Oui. Parce que c'est là et rajoutons même qu'il y a même des droits qui accompagnent cette logique. Effectivement. Je voulais dire que c'est ce qui arrive à l'Afrique en général. Parce qu'on décrète la pauvreté. Vous êtes des États pauvres. Parfois, vous-même, vous ne ressentez pas la pauvreté. Donc, celui qui vit dans un village, lui, il se dit, mais pourquoi on dit que nous sommes pauvres? Et lui, il mange bien. Parce qu'on consomme moins $1 par jour. Et il a un logement qui peut faire, même si c'est un adrapia, il n'a pas de problème. Mais on dit qu'il est pauvre. Oui. Pauvre parce qu'on a défini quelque part des canons qui définissent l'être normal et l'être anormal. L'être normal devient celui qui correspond aux besoins de la société capitaliste. Des besoins qui sont pourtant dogmatiques, qui sont liés parfois aussi à la nécessité de fonctionnement de l'État. Parce que quand vous êtes dans un État, il faudrait que vous soyez en mesure de payer des impôts, que vous soyez en mesure de ceci. Donc, il faudrait que vous soyez classé d'une certaine manière. On va donc vous classer. Vous êtes un employé, vous êtes travailleur ou chômeur. Et si vous êtes chômeur, ça veut dire qu'il vous faut un emploi. Hein, nous voyons par exemple dans les politiques et dans les campagnes, les hommes politiques, il y a la nécessité. Si vous êtes chômeur, vous êtes obligé, on vous met la pression pour que vous ayez cherché un emploi au moins pendant 1 semaine ou 2 semaines. D'ailleurs, quand le statut de chômeur même est défini en fonction de celui qui a pu au moins chercher un emploi et qui n'en trouve pas. Donc, vous voyez que là, nous ne sommes plus dans une logique purement naturelle. Nous sommes dans une logique construite. Elle est construite par des tandems tels que le marché, ou bien le système capitaliste, les États qui ont besoin du fonctionnement et qui sont ralliés à ce système capitaliste-là. Et parfois, le sujet qui se sent isolé, et pour sa survie, dans des besoins de sa survie, est obligé de s'arrimer à cette norme établie et j'ai même envie de dire qui est coercitive. Alors, là maintenant, nous pouvons dire qu'il n'est plus possible d'imaginer aujourd'hui un humain totalement libre, indépendant de tout ce qu'on peut nous vendre dans ces théories. D'ailleurs, l'expression économie libérale est discutable. Parce que l'économie libérale, dans l'économie, est-ce que celui qui initie l'offre l'initie de façon indépendante? Non. Il est aussi dans la logique de survie, comme le professeur le disait maintenant. Il a mis son capital, il faut qu'il y ait rentabilité. Celui qui est dans la demande, le consommateur par exemple, est-ce que le consommateur est libre? Non. Le consommateur est aussi esclave du besoin. Parce qu'il est victime de la publicité aussi. Oui, il est victime par exemple de la publicité dont on parlait tout à l'heure, et victime même du circuit social entier où on lui fait croire que s'il n'est pas comme ça, il n'est pas déjà homme. Il doit manger 3 fois par jour. Voilà. Et de plus en plus, on dit qu'entre le petit déjeuner et le déjeuner, il y a quelque chose là qu'on va créer un nom. Voilà. On va dire le goûter. Oui. Donc, dans tous les cas, on est pris dans le taux d'un système où on vous dit vous êtes libre, alors que dans la réalité, vous ne pouvez pas oser la liberté. Parce que vous êtes esclave de ce système-là. Alors, est-ce qu'on peut encore parler du sujet? Là, c'est une deuxième question. Le sujet,
semble être absorbé ou totalement subversé dans le général, dans le social. Parce que dans le social devient la norme, devient le vecteur qui définit votre existence. Vous ne définissez plus réellement le sens de votre existence parce que vous n'êtes plus autonome. Mais la société vous impose un canevas à suivre pour que vous puissiez dorénavant avoir ou bien donner sens à votre existence. Donc, vous êtes comme canalisé. On attend des robots conscients, mais nous sommes devenus déjà des robots conscients. Parce que dans ce niveau-là, la vie sociale est robotisée, est mécanisée. Nous ne sommes plus réellement autonomes. Nous ne sommes plus dans une société organique. Nous sommes dans une société purement mécanique. Où il faut suivre certains nombres pour subsister. Et c'est peut-être là qu'il faudrait une sorte de révolution. On pourrait atteindre une sorte de révolution dans le sens du philosophe, je crois, indien Sen. Amartya Sen. Oui, qui estimait que ce qui pourrait sauver l'humain maintenant, c'est l'instinct de créativité pour pouvoir s'éjecter de ce système et survivre tout de même. Ça veut dire que essayer de retrouver notre humanité. Notre humanité, même si cette humanité sera niée par les autres. Vous voyez que de temps en temps, surtout en Occident, les gens essaient de sortir de là pour vivre sans être en contact avec les éléments, les éléments modernes de la société. Sauf que l'autre danger avec cela, c'est que on vous contraint. Vous pensez être libre, mais le système tellement coercitif fait que vous êtes essoufflé et vous vous abandonnez. On vous contraint. Vous ne vous rendez pas compte que même là, vous êtes encore esclave du système. Ça veut dire que, imaginez un peu, vous décidez maintenant, non, chaque matin, je dois me lever pour aller travailler, donc j'arrête le travail, je démissionne. Vous pensez que vous êtes libre, mais c'est parce que vous avez été incapable de suivre le rythme que vous démissionnez. Donc, c'est le système qui vous a épuisé. Donc, vous n'êtes pas libre même en sortant du système. Et du coup, souvent, est-ce que vous pouvez vous en sortir? Dans une société où tout le monde va dans un sens et vous êtes seul, il y aura forcément une sorte de traumatisme parce que la matrice de l'univers va vous emporter et vous serez traité certainement de fou ou d'aliéné ou quelque chose de ce sort. Alors que la masse d'aliénés ne se sent pas aliénée. Parce que c'est la grande masse populaire là qui elle pense être même la masse raisonnable. Mais elle sait quelle est la masse raisonnable. Et c'est là que intervient dans la science. Parce que la science, d'abord, vous voyez que nous sommes en train d'interpréter cela. Nous comprenons que c'est cela. Nous savons que c'est cela. Donc nous avons les possibilités de construire un système qui pourrait corriger cela. Parce que ce système est humain en réalité. Ça a été pensé par des hommes. C'est une pensée qui est en train de s'exprimer. Vous voyez un peu le rapport de départ entre sciences et économie. C'est la pensée qui est en train de s'appliquer. On peut donc penser autrement. Je pense que le professeur professeur Antoine Manga, il avait donc parlé de la pluralité des rationalités, dans la mesure où l'homme est à mesure, nous ne sommes pas des esclaves d'une logique absolue. On peut toujours penser, corriger ce que nous venons de penser. La pensée d'hier n'est pas une pensée éternelle et absolue. Si on a pensé le libéralisme, si on a pensé même le socialisme avant, on peut corriger ou trouver un système parallèle ou bien, j'ai envie de dire que mitoyen, donc entre les deux, un système qui pourrait amener l'homme à trouver son équilibre aujourd'hui. Donc, c'est possible. Peut-être là maintenant, nous n'allons pas sortir cette faction qui pourrait résoudre ce problème, mais c'est déjà possible puisque nous pouvons identifier le problème. Si nous identifions le problème, nous pouvons déjà philosopher pour résoudre ce problème. Et il faudrait que les humains, la société d'une manière générale, sachent que on n'est pas obligé d'être esclave et qu'on doit déjà commencer à penser comment résoudre ce problème. Le professeur proposait déjà maintenant d'avoir un univers multipolaire. C'est l'une des approches. Parce que
avec l'équilibre des forces, lui parler d'équilibre de la terreur, avec l'équilibre des forces, on peut donc désormais avoir un choix. Parce que si nous sommes dans un univers où nous n'avons pas de choix, nous devenons des automates, d'où je parlais de robots tout à l'heure. Mais si nous avons plusieurs pôles et plusieurs systèmes, plusieurs approches, nous pouvons donc soit suivre une approche concurrente, soit utiliser ces plusieurs approches pour en produire une approche conciliative. Donc, alors, Conciliante. oui, conciliante, merci. Donc, je pense que la situation actuelle de l'histoire doit interpeller tout chercheur. Plus que jamais, c'est le moment même de penser. Je dirais même qu'on n'a pas assez pensé. C'est le moment de penser pour donner sens à l'histoire de l'humain. L'humain au milieu de son savoir et ce que ce savoir a produit jusqu'à présent et de sa production vis-à-vis de son destin, de son dessein dans l'histoire. Est-ce que c'est ce que nous voulons devenir? Si nous voulons devenir des machines, des éternelles machines, ou bien nous devons demeurer des éternels esclaves, alors nous pouvons nous contenter du système actuel. Parce que le système actuel ne nous prouvera pas autre chose que ce qu'il est. Nous sommes déjà conscients que c'est ce qu'il est. Peu le temps qu'il mettra, il va simplement se renforcer. Et il va certainement se fortifier. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une sorte de révolution scientifique, révolution économique, parce que cette révolution scientifique va entraîner une révolution scientifique et certainement reconstruire le fameux ordre mondial, un nouvel ordre mondial qui va certainement naître de cela. Peut-être pas dans le sens de ceux qui le chantent. Donc, je pense que c'est là que l'homme, donc, comme vous étiez en train de le dire avec le professeur, mais c'est là que l'homme intervient. La différence entre l'homme et le chien qui regarde les étoiles. Donc, vous étiez en train de faire la différence. Parce que justement, Karl Marx le dit, n'est-ce pas? La différence entre l'araignée, l'abeille la plus experte. l'abeille la plus... Et quand même on parle de la différence entre l'homme et le chien. Quand l'homme voit plusieurs étoiles briller, mais la somme des lumières produites par les étoiles n'arrive pas à briller plus que le soleil, alors que le soleil est seul. Est-ce que le chien va se poser une telle question? Jamais. Et d'ailleurs, le chien qui regarde le ciel, certainement, il confond ses lumières au phare du véhicule de son maître. Ça, c'est notre interprétation. C'est possible. C'est notre, il confond cela. C'est notre interprétation. Je pense toujours qu'il faut avoir été chien pour pouvoir s'imaginer ce que peut penser le chien. Non, pas forcément. C'est pas l'objet de notre... Je sais que c'est pas l'objet de notre débat, mais je ne sais pas s'il y a une catégorie d'êtres qui peut, pendant des millénaires, accepter d'être enchaînés. Même les esclaves humains ont réussi en quelque temps à sortir de l'esclavage. Il y a eu cet affranchissement des esclaves. Donc ça veut dire que vraiment, le chien est chien parce qu'il a moins... Il a une nature du chien. Il est dominé par l'instinct de survie. Oui. Vous voyez, le chien, quand le chien ne peut pas préparer pour lui-même quand l'homme n'a pas fait cuire sa nourriture. Donc, ce sera difficile. Surtout le chien va se contenter des aliments crus si l'homme n'a pas fait la cuisine pour lui. Il y a tout ça qui entre en jeu. Professeur Mouchili, Oui. la vague, la masse non critique dont parlait le docteur J tout à l'heure, on pourrait discuter aussi de leur humanité. Mais Nietzsche appelle ça la populace. Oui, on pourrait discuter aussi de leur humanité. Parce que, comme quoi, je le dis pour poser ma question et pour qu'on rentre dans notre débat. Est-ce que la liberté humaine a quand même un avenir? Est-ce que l'homme tel qu'on l'avait, parce que on s'est rendu compte que la majorité des idéologies qui existaient ont participé à faire de l'homme ce qu'il est aujourd'hui. On avait, par le passé, des traditions culturelles, on avait des religions qui montraient que le vrai homme, c'est celui qui est capable de s'abstenir, qui est capable de ne pas tout manger, qui est capable de faire une certaine ascèse. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une civilisation néolibérale qui donne plutôt l'impression que c'est celui qui consomme, c'est celui qui est capable de toucher à toutes les réalités, à toutes les jouissances du capital qui est tout à fait humain. Et ma question, c'est, on doit peut-être s'interroger sur l'avenir de l'humain.
Oui. Bon, je voudrais... ça aurait été mal placé parce que c'est une thèse qui n'a pas encore été soutenue, qui touche une telle question. Bon, mais je préfère tout simplement dire que l'humain a un avenir. L'humain sera obligé de transcender toute cette volonté prédatrice du néolibéralisme qui veut faire de l'homme un simple agent économique. Et il faut aussi savoir, Robert Oppenheimer a écrit un livre intitulé « La science et le bon sens ». Il s'interroge et dit, quel est cet être intelligent qui, pour se sauver, utilise la même instance que l'animal, c'est-à-dire l'instinct de survie. Parce que l'homme a besoin de l'homme. Et il n'y a pas d'humanité en dehors de la société. Ça signifie que on aura beau faire tous les essais, mais il y a que l'homme voudra continuer à vivre. L'homme n'est pas prêt à n'être plus homme. Parce que quand même il ne se le sera plus, il ne saura plus comment il était quand il était homme. C'est un peu comme si une humanité mourait pour une autre humanité. Oui. Quand la mort est présente, on n'a plus de préoccupations de ceux qui vivent. Parce qu'on est désormais absent. Quand la vie est présente, on n'a pas de préoccupations du mort parce que le mort n'a pas à participer à notre vie. Ça signifie que l'avenir de l'homme se trouve dans sa capacité. Et c'est à ce niveau que les sciences humaines, dont vous avez parlé tout à l'heure, ont toute leur place dans le parcours historique que nous connaissons. Parce que, malgré tout, l'homme a besoin de la chaleur humaine. Les Japonais ont beau inventer la machine à riz parce que très occupés à travailler et la machine peut les déstresser en produisant plusieurs types de riz et souris aussi pour détendre les nerfs. Mais ils ont encore besoin d'hommes parce que la formation se fait dans des écoles. La formation ne se fait pas à des individus et même quand on est en laboratoire, parfois on travaille en chaîne. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il s'agit de savoir quel est le type d'homme dont nous avons besoin aujourd'hui. Bon, maintenant, est-ce que ce type d'homme correspond aux défis à relever? Et quels sont les défis à relever? Peut-être c'est les défis de développement. Quel est le type de développement que nous poursuivons? Est-ce que c'est le même type de développement avec le même type d'économie que celui des marchés, l'économie des marchés où on ne cherche que le profit, on oublie que l'homme doit continuer à vivre quand même il a fini d'acheter? Mais ce qui est sûr, si on a rien réfléchi sur la possibilité de transformation des déchets nucléaires en autre chose, en d'autres types d'atomes qui pourraient servir à d'autres choses. Si on est déjà en train de réfléchir sur la réflexion des fonds marins, si on est en train de réfléchir sur la possibilité d'avoir une autre végétation variée, non pas à partir seulement des bambous et des rotins, comme on a dit l'autre jour, avec la journée, il y avait une journée internationale des rotins et des bambous. Bon, mais si on peut, à partir des OGM, créer de nouvelles forêts. C'est-à-dire, si on peut penser au reboisement, par exemple, du désert, si on peut penser au reboisement des espaces déjà dévastés, si on peut penser à une autre végétation qui peut-être ne sera pas absolument naturelle au premier degré du terme, mais qui pourra nous protéger quand même des intempéries ou alors qui pourra retarder le plus possible la destruction de la couche d'ozone. Si on a pensé à tout ça, ça signifie que l'homme veut réellement vivre. Sauf que dans le contexte actuel, avec ce que nous appelons la course à l'argent, on n'a pas le temps de faire la pause et de voir comment l'économie pourrait-elle se faire autrement et que dans la même condition, on ne dégrade pas, on ne décroît pas au niveau du développement. Sinon, on sera obligé d'entrer dans la spéculation si on fait décroître l'industrialisation. Pour ne pas entrer dans la spéculation, parce que c'est ça qui a créé la crise financière de 2008, où les grands pays sont désindustrialisés, l'économie est devenue la spéculation dans les marchés de bourse, jusqu'à ce qu'on constate que, faute d'industrialisation, une telle économie ne peut pas tenir, parce que la spéculation ne s'appuie sur aucun fait durable permettant d'entretenir cette illusion d'être riche alors qu'on ne l'est pas pendant très longtemps. Et ça détruit
les grandes économies, et depuis la crise financière de 2008, vous allez constater que le monde n'a plus jamais été suffisamment stable au niveau. Il n'y a pas de niveau de croissance stable, entre autres encore, qui viendraient remettre en cause cette économie qui évoluait déjà, mais sur la base de la spéculation, il y a la guerre aujourd'hui. Voyez-vous, bientôt vous irez manger à Yaoundé le même plat de nourriture avec des légumes faits au Cameroun, où on va vous dire que comme il y a la guerre en Ukraine, le plat de euro passe de 1000 francs à 1200. Bon, comme si il fallait, c'est de là que viennent les feuilles de... oui, les feuilles. Bon, c'est donc ça, la spéculation. C'est-à-dire créer le manque pour qu'on achète au prix fort. Voyez-vous? Oui. Or, ce déficit, ce manque, cette pénurie n'existe pas au fond. Voyez-vous? L'homme n'est pas à court d'idées. L'homme a beaucoup de possibilités de production. Je vous ai dit tout à l'heure que la science est la recherche des possibles. Quelles sont les autres possibilités qu'offre la science? Le système économique actuel a peur de la nouveauté. Et le docteur l'a dit tout à l'heure. On a peur de remettre en question ce qu'on a déjà. Et s'il fallait changer tout l'équipement d'une industrie pour s'adapter aux nouvelles données de la science, il faudrait être en train d'investir et réinvestir tout le temps. Or, on veut épuiser jusqu'à la lie l'investissement qu'on a eu à penser. Chaque renouvellement signifie augmentation des profits. Mais si c'est pour rester au même niveau de profit, chacun a peur du renouvellement. Chacun a peur. Et c'est à ce niveau que l'économie, quand on gestion des ressources rares. Pourquoi c'est rare? On a tout fait pour que l'économie soit une pratique de vie qui dépendrait seulement de quelques personnes. Parce que quand les ressources sont rares, tout le monde ne peut pas gérer ce qui est... Oui, oui. Par exemple, on parle de l'économie comme la gestion des ressources rares. Voyez-vous? Bon, donc ce qui est abondant n'entre pas dans le circuit de l'économie. Ça veut dire que des zones qui sont reculées, parce que quand je vais souvent à l'ouest, il y a des zones si reculées que l'on ne peut facilement y arriver. Et je me demande si, lorsqu'on parle du pauvre qui consomme moins d'$1 journalièrement, est-ce qu'on tient compte de celui-là qui a le champ de maïs, le champ de canne à sucre, le champ de plantain, et qui ne se préoccupe pas de la monnaie? Hein? La monnaie. Parce que quand vous avez acheté un beignet à Yaoundé, il y a cela a une incidence sur l'huile, le sucre, la farine, et à travers le monde. Donc, comment on appelle ça? Cet effet domino qui va entraîner, un peu comme les battements de l'aile d'un papillon, et ça, Yaoundé, pourrait créer un tsunami, peut-être aux États-Unis. Pourquoi cet effet? Parce que on a uniformisé le monde de façon à ce que, même dans ton village, quand tu achètes un beignet, cela a une incidence le soir à la clôture d'une bourse aux États-Unis. Or, celui qui a son champ ne participe pas de cette civilisation et n'est même pas connu dans certaines circonstances, même si des satellites peuvent le filmer. Mais les satellites ne vont pas pouvoir comptabiliser c'est-à-dire, que vaut la quantité de plantains qu'il mange par jour par rapport au dieu dollar? Voyez-vous? Voyez que c'est un dieu qui n'est pas tout puissant. Parce qu'il n'a pas la même mise sur le campagnard de mon village qui n'a pas connu la voiture, qui n'a pas connu hamburger, mais qui ne connaît que ce qui sort de son champ. On peut dire qu'il ne le connaît pas tout simplement. Oui, oui. Docteur Di, est-ce que le marché n'a pas phagocyté l'État? Et finalement, tout ceci a un avenir sombre, c'est-à-dire que on ne sait plus quand est-ce qu'on va s'arrêter, quand est-ce qu'on va réguler, quand est-ce qu'on va pouvoir organiser ça pour que l'homme retrouve sa liberté. Oui, le marché est devenu parfois le maître des États, au regard de ce que nous voyons. Mais notre souhait, c'est que les réflexions puissent se préciser à ce niveau-là, avec la mise en place certainement d'une connectivité entre l'État, la recherche des universités,
et certainement l'économie, le système économique ou les entreprises. Parce que il faudrait qu'on se batte ou bien que les efforts soient produits pour que l'homme revienne au centre de sa propre histoire. Parce qu'actuellement, l'homme est à la périphérie de sa propre histoire. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la monnaie, c'est le capital. Chers téléspectateurs, il faudrait travailler pour que l'homme revienne au centre de son histoire. Et du coup, je termine en donnant la parole cette petite marge d'individus qui produit et qui impose les résultats, ces produits à la grande majorité, c'est peut-être ça le grand déséquilibre. Finalement, on est condamné à suivre. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut parler en termes de déséquilibre? Déjà, le savoir élitiste, Oui. c'est l'élite encore qui investit. Et on aura toujours un tel système où la grande majorité de la population mondiale sera en train de subir ce qu'imposent les investisseurs économiques. Mais ce qu'on doit faire, c'est de savoir si la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si le néolibéralisme ambiant est la meilleure façon de penser l'économie du monde actuel. C'est ça la grande question. C'est sur cette question, chers téléspectateurs, que nous allons achever notre émission, notre grande question d'aujourd'hui. Merci, Dr. Ndji. Merci d'avoir de participé. l'invitation. Merci infiniment. Merci pour Merci pour cette invitation. Chers téléspectateurs, revoyons-nous très bientôt sur Africa TV.